En Algérie, la formation d'un gouvernement essentiellement composé de technocrates ne semble pas apaiser la rue. Elle continue de demander le départ du président Bouteflika. En Mauritanie, les partis de l'opposition menacent de se retirer de l'élection présidentielle de juin prochain. La faute au manque de consensus autour de la composition de la commission électorale. Au Bénin, les filles et fils de la vallée de l'Ouémé ont célébré Ouéméroué, la fête des Ouéménou. Instaurée depuis 2010, l'événement qui, cette année en est à sa 10e édition, s'est déroulé de mercredi à dimanche. Voilà pour les titres de ce journal. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. La formation d'un gouvernement essentiellement composé de technocrates ne semble pas apaiser la rue, toujours mobilisée pour obtenir le départ du président Abdelaziz Bouteflika en Algérie. Des médias s'interrogent ouvertement sur une possible démission prochaine du chef de l'État. Plus de précisions à travers cet élément. Quelques centaines de personnes ont manifesté dans la nuit à Alger après l'annonce dimanche soir de ce gouvernement assez terne, loin du rajeunissement annoncé, dont les nouvelles têtes sont essentiellement des hauts fonctionnaires. Une équipe composée pour plus du quart de ministres de la précédente équipe, dont les deux poids lourds, le Premier ministre Noureddine Bedoui et le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major et numéro 2 dans l'ordre protocolaire. Ils nous ont ramené un ministre qui fait le clown de Dielfa et la jeune femme nommée ministre de la Culture. Quelle culture va-t-elle apporter? Et le ministre de l'Éducation, c'était le bras droit de Ben Gabrit Nouria, l'ancienne ministre de l'Éducation. Ça veut dire que c'est Ben Gabrit au masculin, c'est tout. Nous n'acceptons pas ce gouvernement et le monde entier en est conscient. Et nous continuerons le combat jusqu'à ce que le gouvernement quitte et que Gaïd Salah, le chef d'état-major, s'en aille aussi et que tout le monde parte. Qu'ils partent tous. On ne demande pas l'impossible. On demande juste nos droits. On rêve d'avoir nos droits en Algérie. Ce lundi, la justice algérienne a ouvert des enquêtes sur des faits de corruption et de transfert illicite de capitaux vers l'étranger et interdit aux personnes visées de sortir d'Algérie, a annoncé, sans citer de nom, le parquet d'Alger dans un communiqué. Cette annonce intervient après l'interdiction dimanche par l'aviation civile des mouvements d'avions privés sur les aéroports algériens et l'arrestation nocturne à un poste frontière avec la Tunisie pour des raisons non précisées du patron des patrons démissionnaires Ali Haddad, puissant homme d'affaires proche de la présidence. Le communiqué ne donne aucun autre détail sur l'identité des personnes suspectées, leur nombre ou les faits visés. En Mauritanie, les partis membres de l'Alliance électorale de l'opposition démocratique menacent de se retirer de l'élection présidentielle de juin prochain, la faute au manque de consensus autour de la composition de la commission électorale. Les leaders de la coordination de l'opposition ont brandi cette menace à l'issue d'une réunion avec le ministre de l'Intérieur. Plus de précisions à travers ces images. Les leaders de la coalition de l'opposition continuent d'exiger la dissolution de l'actuelle CENI, composée essentiellement selon eux par les partis de la majorité qui soutiennent le général Ghazouani, le candidat du pouvoir. L'actuelle commission électorale a été installée en avril de l'année dernière par les formations de la majorité et une partie de l'opposition modérée. Plusieurs membres de cette opposition qui ont pris part au dialogue politique inclusif organisé par le pouvoir en 2016 ont rallié la majorité en 2018. Les dirigeants de l'Alliance électorale réclament une nouvelle CENI représentative de tous les candidats à la prochaine élection présidentielle. Mais grosse déception, la rencontre avec le ministre n'a rien donné, comme l'explique le vice-président du parti islamiste Tawassoul. Déçus parce que le ministre nous a dit qu'ils ne vont pas toucher à la CENI. Ils ne vont pas la reconstituer de nouveau. La CENI actuelle est une CENI partisane. Tous ses membres ont déjà publié qu'ils soutiennent le candidat du régime Ghazouani.
Les leaders de l'opposition ont prévenu le ministre de leur intention de se retirer du processus si une solution consensuelle n'est pas trouvée au problème de la CENI, prévient le vice-président de Tawassoul. Je pense que ce n'est pas exclu. Une attitude de retrait, de boycott n'est pas exclue. Au ministère mauritanien de l'Intérieur, on rappelle que la commission électorale a été mise en place pour 5 ans et que sa dissolution n'est pas à envisager. Les pays arabes réunis lors d'un sommet dimanche à Tunis n'ont pas atteint leur objectif d'unité, sauf sur le dossier concernant la reconnaissance américaine de la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. L'émir du Qatar, au cœur d'un contentieux diplomatique avec l'Arabie saoudite, a prématurément quitté la rencontre de cette Ligue arabe. Les dirigeants arabes réunis lors du 30e sommet arabe ont rejeté et dénoncé dans une déclaration finale la reconnaissance américaine de la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, conquis à la Syrie en 1967, puis annexé en 1981. Lundi, le président américain Donald Trump a signé un décret reconnaissant la souveraineté d'Israël sur ce territoire, une reconnaissance invalide et illégitime selon une déclaration séparée des dirigeants arabes consacrés à la question. Lors d'une conférence de presse à la fin du 10 sommet, le secrétaire général de la Ligue, Aboul Gheit, a indiqué que cette décision des États-Unis n'a absolument aucune valeur. Le sommet de Tunis a certes permis de rassembler le roi Salman d'Arabie Saoudite et l'émir du Qatar, mais ce dernier a prématurément quitté les travaux l'après-midi après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture sans aucun motif officiel. Le Qatar est au cœur d'un conflit diplomatique depuis juin 2017 qui l'oppose à plusieurs autres pays arabes, dont l'Arabie saoudite. Des manifestants ont par ailleurs fait entendre leur voix dans les rues de la capitale tunisienne contre plusieurs dirigeants présents et les politiques qu'ils mettent en œuvre. Parallèlement au discours des chefs d'État, quelques dizaines de militants de plusieurs pays arabes se sont réunis dans les locaux du syndicat national des journalistes tunisiens pour défendre droits et libertés, tandis qu'une centaine d'autres ont manifesté à Tunis contre le sommet. L'hôpital Golden Life de Bamako vient de réussir une opération par angiographie. Une première au Mali, cette opération consiste à une opacification des voies coronaires. Plus de précision à travers ce reportage de notre correspondante sur place. C'est une première dans le domaine médical au Mali. Sans aucune chirurgie et sans anesthésie, l'hôpital américain Golden Life vient d'effectuer son premier traitement par angiographie. Un mode opératoire qui consiste à une opacification des voies coronaires. L'angiographie d'urgence, c'est l'opacification des voies artérielles au niveau coronarien. Les coronaires, c'est les voies qui irriguent le cœur. En fait, le problème, c'est que c'est ces voies qui sont bloquées. Les caillots de sang se déposent au niveau de ces voies-là qui les bloquent. Et le but de l'angio, surtout d'urgence, c'est d'aller dans ces voies-là, dilater pour permettre au sang de bien circuler dans l'ensemble du myocarde. La patiente explique que c'est pour une douleur à la poitrine qu'elle est venue se faire consulter. Après diagnostic du cardiologue, on lui a appris que son cas était très urgent. C'est ainsi qu'elle fut transportée pour suivre le traitement d'angiographie. L'opération s'est très vite et bien déroulée, dit-elle. Cette opération est réussie si le diagnostic est vite fait, précise le médecin. Ayant en possession tout le bilan post-opératoire, l'opération dure seulement 1 heure et le patient est rétabli au bout de 2 jours. En général, c'est un examen de 1 heure maximum, s'il n'y a pas de complications. Au bout de 2 jours, en général, le patient est établi, puisque c'est un examen d'urgence. Après, le patient est admis en réanimation pour voir comment elle va évoluer en post-op immédiat. En général, au bout de 2 jours, 3 jours maximum, le patient est debout. Même si le coût est bien élevé, cette opération d'angiographie réussie par l'hôpital marque un pas géant dans le secteur sanitaire au Mali. Le Golden Life Hospital est un établissement privé de soins de plus de 15 millions de dollars, soit un peu plus de 7,5 milliards de francs CFA d'investissement par les travaux de génie civil et l'équipement. On parle santé toujours, cette fois-ci au Sénégal, où l'insuffisance rénale prend de l'ampleur. Plus de
4000 nouveaux cas sont détectés chaque année et les centres publics de dialyse, qui sont au nombre de 23, ne suffisent pas. Dans les centres privés, le coût de la dialyse est hors de portée de tous, 65 000 francs par séance, plus que le SMIC du pays. Conséquence, plusieurs patients meurent. Des voix s'élèvent donc pour appeler à l'aide des personnes souffrant de la maladie. Pour le professeur Ning, il urge de trouver d'autres méthodes de prise en charge. On l'écoute. Il est clair que dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, la dialyse ne sera pas la solution pérenne. Il faudra un véritable programme de prévention. Parce que si on prend l'exemple du Sénégal, aujourd'hui, la prévalence de la maladie rénale chronique est autour de 5%. Ça fait 750 000 Sénégalais qui souffrent de la maladie rénale chronique. Et si on ne fait rien, dans les années à venir, chaque année, on compte au moins 2000 personnes qui vont finir de détruire le rein et qui vont avoir besoin de dialyse. Mais naturellement, dans un pays à revenus faibles, on ne pourra jamais pouvoir dialyser tous ces malades. Donc, il faudra faire de la prévention, mais aussi il faudra réfléchir sur d'autres solutions innovantes, dont aujourd'hui le mécénat. On sait que dans les autres pays, comme les pays du Maghreb, il y a des mécènes qui viennent ériger des centres de dialyse pour aider les malades à se soigner. Je l'annonçais en titre, au Bénin, les filles et fils de la vallée de l'Ouémé, natifs des communes d'Adjoum, des Agégués, de Bonou et de Dongbo, ont célébré Ouémekwe, la fête des Ouéménois instaurée depuis 2010. L'événement, qui cette année en est à sa 10e édition, s'est déroulé de mercredi dernier à ce dimanche. Reportage. Adoration, chant et action de grâce, cette messe présidée par Monseigneur Aristide Gonzalo marque la fin de la 10e édition des Ouémekwe. Les festivités ont réuni les filles et fils de la vallée de l'Ouémé ainsi que de nombreuses autorités politiques. Une occasion pour le coordonnateur de l'association des Ouéménous de rappeler les réalisations à l'actif de l'association depuis le lancement de l'initiative. Ouémekwe est et demeure une très belle fête aux 1000 couleurs et elle offre surtout l'occasion pour l'érection de quelques infrastructures socio-communautaires dans chacune des communes d'accueil et des communes d'accueil de ces festivités tournantes et rotatives. Toute chose qui participe à son enracinement et de façon durable dans le cœur des women. Pour cette 10e édition de Ouémekwe, nous avons pu construire, malgré l'émanouissement de nos ressources financières, un module de 2 classes avec bureau et magasin à Zongamé, village des Agégués frontaliers avec la commune de Sémé. C'est une belle manière de mettre en pratique les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle à la suite de notre vénéré Père Dominique Adéyemi, l'apôtre du Ouémé, dont l'objectif a toujours été de mettre l'homme debout en se fondant sur l'Évangile avec une ardeur toujours renouvelée de témoigner de Jésus-Christ par les œuvres. Animation culturelle, réjouissance populaire et partage de repas fraternels, voilà entre autres les activités qui ont meublé cette dernière journée de la 10e édition de Ouémekwe. Rappelons que c'est la commune des Agégués qui a accueilli les festivités de cette année. Ce sera déjà tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.